Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Avis aux chasseurs, la campagne d'exploitation faunique est officiellement ouverte depuis ce 19 décembre. Depuis Nadiagou, dans l'est du pays, le chef de gouvernement appelle également à un sursaut national en faveur du tourisme intérieur. La taxe sur le tabac passe à 45% conformément aux dispositions du nouveau Code général des impôts. À l'hémicycle, les députés ont été séduits par les raisons avancées pour l'adoption de ce nouveau code. Pour en parler, le premier responsable, M. Adama Badolo, est notre invité ce soir. 40 bus flambant neufs sont foulés le sol burkinabé. Ils devraient permettre une meilleure fluidité du trafic universitaire et partant impacter positivement le rendement des étudiants. L'arrivée remarquée de ce matériel roulant à vivre dans quelques instants. Il y a encore quelques mois, il était derrière les barreaux et aujourd'hui, il pourrait devenir le futur président de la Libye. Saïf al-Islam, le fils de Mohamed Kadhafi, a annoncé son éventuelle candidature à l'élection présidentielle prévue pour mi-2018. Bienvenue à tous et toutes nos excuses pour le retard accusé au démarrage de ce journal. Des raisons techniques peuvent l'expliquer, en espérant que tout soit maintenant entré dans l'ordre. Cette audience accordée au ministre des Affaires étrangères du Sénégal à Kossiam, au président du Faso, Maître Sidiki Kaba, dit être venu porter un message de la part du président sénégalais. Nous en savons plus avec Amadou Ilboudo et Pascal Kané. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la remise du prix Macky Sall au Mogo-Naba, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal vient remettre une lettre de son président à son homologue burkinabé. C'est l'occasion pour Maître Sidiki Kaba d'évoquer avec le président du Faso des questions qui intéressent les deux pays, notamment la lutte contre le terrorisme et la crise des migrants. Le sommet de la CEDEAO qui vient de se passer à Abuja a montré la nécessité de construire une Afrique en paix, une Afrique de liberté, mais surtout une Afrique de prospérité pour ouvrir les meilleures opportunités à la jeunesse du continent africain. Et il fallait insister aussi sur ce péril qu'est la situation des migrants, avec l'esclavage connu actuellement en Libye, qui est un commerce abject et criminel. Demain, Maître Sidiki Kaba participera à la cérémonie de remise au Mogo-Naba du prix Macky Sall pour la paix, un prix qui magnifie les vertus du dialogue et la résolution pacifique des crises. Ce prix Macky Sall pour le dialogue récompense les hommes et les femmes dont l'action quotidienne vise à créer les conditions du dialogue qui assurent la pérennité de la paix. Parce que sans paix, les libertés et les droits dont nous prévalons ne peuvent pas connaître un épanouissement. Des valeurs que le Mogo-Naba incarne aux yeux de Sidiki Kaba, de cette reconnaissance internationale. Hier, à l'issue du lancement des travaux de construction de la route Kantchari-Diapaga-Tansarga, frontière du Bénin, le président du Faso a tenu une rencontre avec les forces vives de la région de l'Est pour répondre aux préoccupations soulevées par toutes les couches sociales. Roch Marc Christian Kabouré annonce l'exécution prochaine du programme présidentiel à travers le PNDS. Alassane Kenrobeogo et Mahamadi Oudraogo nous font le point. Le président du Faso foule le sol de la commune de Kantchari à l'est du Burkina. Après cette prise de contact avec les populations, le cap est mis sur Diapaga. Dans cette ville, Roch Marc Christian Kabouré a échangé à bâton rompu avec les forces vives de la région. Sans langue de bois, ces populations ont exposé leurs problèmes majeurs au chef de l'État. Dans la province de la Tapua, les femmes mènent beaucoup d'activités. Le commerce, le maraîchage, ils ont besoin de vendre leurs produits locaux tels que nos pagnes traditionnels, ils ont besoin d'exporter. Alors, par le problème de la route, on n'arrive pas à le faire. C'était un gros problème pour nous. Le président du Faso dit prendre note de ces préoccupations. Toutefois, il appelle toute la population à la patience et à l'union. Et nous avons, comme je l'ai dit tantôt, pris bonne note de l'ensemble de ces préoccupations en disant qu'il était important quand même que les fils de la Tapua, lorsqu'on demande des forages, on sache bien quels sont les villages qui aujourd'hui n'ont pas ces forages. Donc il y a un travail préalable qui revient donc aux forces vives locales
avant que nous puissions progresser dans les recherches de solutions adaptées donc à leur permettre de résoudre ces différentes préoccupations. Il faut qu'on accepte quand même d'avoir une certaine patience et nous allons arriver au bout de nos engagements. Cette sortie du chef de l'État burkinabé s'inscrit dans le cadre des activités de lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Kantchari-Diapaga-Tansarga, frontière du Bénin. Un lancement qui a réjoui plus d'une personne dans cette partie du Burkina. Aux habitants de Koualou, le Premier ministre lui dit être porteur d'un message de paix, d'amitié et de solidarité. Nous sommes dans une zone frontalière entre le Burkina Faso et le Bénin où les deux nationalités se côtoient quotidiennement. Paul Kabatieba était accompagné de quelques membres du gouvernement, Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou pour le compte-rendu. Le Premier ministre et sa délégation chez les chefs coutumiers de Koualou, une localité frontalière entre le Burkina Faso et le Bénin. À cette sortie, Paul Kabatieba est venu apporter aux habitants de la localité un message de paix, de cohésion sociale et de salutations du gouvernement. Nous sommes dans la région. Il était normal que je vienne donc en tant que chef de gouvernement apporter donc ce message donc de fraternité du gouvernement, de fraternité également de l'ensemble de la nation burkinabé et de solidarité aux chefs de Koualou et aux Burkinabés qui vivent dans cette région-là. C'est avec enthousiasme que Burkinabés et Béninois ont accueilli la délégation gouvernementale. Mais avant, les formalités administratives ont été remplies. Bien entendu, sur le plan administratif et diplomatique, nos frères d'autres parties ont été avertis de notre présence ici pour éviter donc d'éveiller des susceptibilités. Donc pour vous rassurer sur ce point-là, et la République du Bénin et le Burkina Faso sont deux pays frères. Nos chefs d'État entretiennent les meilleures relations possibles, les deux gouvernements entretiennent les meilleures relations possibles. Il ne peut pas y avoir même un soupçon donc de divergence entre nous sur ce genre de questions-là. Appelé Koualou par les Burkinabés et Kourou par les Béninois, cette partie est actuellement neutre en entendant l'arbitrage de la Cour internationale de justice de la. Voilà un reportage qui finit en queue de poisson. Mais avant de se rendre à Koualou, le Premier ministre a procédé au lancement de la campagne d'exploitation phonique saison 2017-2018 à Nadiagou. La localité située dans la commune de Pama, dans la région de l'Est, regorge de potentialités phoniques. L'ouverture de la chasse est placée sous le signe de la promotion du tourisme intérieur et de la protection des aires protégées. Le point avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Ces coups de fusil du Premier ministre Paul Kabatieba marquent le lancement officiel de la chasse saison 2017-2018. Par ces gestes, la délégation gouvernementale entend promouvoir le tourisme intérieur dans les aires protégées du Burkina. Nous avons à peu près 500 chasseurs sportifs qui arrivent dans le pays chaque année et à peu près 5000 touristes visuels qui viennent regarder nos animaux. C'est un potentiel qui existe dans le pays et qu'il ne faut pas laisser en désordre. C'est pourquoi nous avons le devoir en tant que gouvernement d'assainir ce secteur et également de le développer pour lui donner de nouvelles ambitions. Le Burkina Faso dispose de 77 aires protégées classées, dont 28 à vocation phonique. Et le ministre en charge du changement climatique d'interpeller tous les acteurs à s'impliquer dans la protection des réserves phoniques. Aujourd'hui, s'il y a tourisme, c'est qu'il y a des potentialités que les gens veulent voir. Alors, il doit y avoir cette synergie entre le ministère en charge du tourisme et le ministère en charge de l'environnement pour que nous voyions ensemble comment valoriser en même temps dans la conservation mais également dans le tourisme. Les éco-gardes sont déjà une initiative des concessionnaires des zones de chasse pour protéger la faune contre les actes de braconnage. Vous savez que la région de l'Est, c'est la région la plus giboyeuse du Burkina. Il faut apprendre surtout à la population d'éviter de continuer à faire le braconnage. Plus tôt dans la matinée, le Premier ministre et sa délégation ont effectué une visite au campement du Buffalo Rouge pour constater la réfection du site qui avait été saccagé les 17 et 18 avril dernier par une partie de la population suite à la mort d'un braconnier.
Voilà, après cette large page qui fait honneur à la région de l'Est, retour à Ouagadougou et plus précisément à la représentation nationale. La plénière de ce mardi était entièrement consacrée à l'adoption d'un nouveau code général des impôts, un code qui prévoit entre autres la hausse du barème de taxation des produits de tabac. Isiaka Ouedraogo et Aruna Maré. Adopté à l'unanimité par les 117 votants du jour, le nouveau Code général des impôts du Burkina Faso est reparti en 6 livres. Cette refonte du système fiscal burkinabé réduit à 822 articles, l'ancien code qui en comportait plus de 2000. La nouvelle disposition fiscale est plus simplifiée et plus accessible, en somme, plus digeste pour les praticiens et les contribuables, selon le gouvernement. Le texte permettra également de mieux lutter contre l'incivisme fiscal. Cela montre que le Parlement est d'accord sur le contenu de ce code qui s'est amélioré aussi en plus de sa simplification, qui sera accessible comme je vous l'ai dit et qui veut donc nous demander d'aller de l'avant. Le nouveau Code général des impôts a aussi procédé à l'enregistrement de barème pour se conformer aux normes communautaires en vigueur. D'abord, il y a les sachets plastiques. Et on s'est rendu compte que ce sont des sachets qui polluent l'environnement, donc ils seront totalement pris en charge au niveau du nouveau code. Il y a, comme vous l'avez dit aussi, la taxe sur le tabac. En fait, il y avait 2 taux différenciés. Il y avait un concernant ce qu'on appelait le bas de gamme, ça c'était moins taxé, c'était 30%. Et celui considéré comme tabac de luxe, c'était à 40%. Des pays de l'UEMOA avaient des taxes fixant cela au niveau minimum de 45%. Et on ne voulait pas être quand même les derniers de la classe. Le dispositif sera bientôt plus étoffé par la prise prochaine de textes d'application de la nouvelle loi. Cette armature réglementaire sera aussi accompagnée d'une campagne de communication pour permettre à tous de mieux l'assimiler et de pouvoir, in fine, mieux s'acquitter de ses impôts selon le gouvernement. Oui, et nous sommes avec le directeur général des impôts, M. Adama Badolo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement avec ce nouveau Code général des impôts? En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci de l'occasion que vous nous donnez de parler de ce nouveau Code général des impôts. Permettez-moi d'abord, au nom de madame le ministre de l'économie, des finances et du développement, de féliciter l'ensemble des acteurs qui ont travaillé sur ce Code général des impôts depuis 2 ans. En effet, c'est depuis 2016 que nous avons repris le projet du Code général des impôts qui était là depuis plusieurs années pour le finaliser et le soumettre donc à l'adoption du gouvernement. Donc, merci à tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Merci à l'ensemble des acteurs. Merci à la représentation nationale, en tout cas, qui a suivi le gouvernement au niveau de ce code. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Il faut dire que ce nouveau code vise d'abord à consolider l'ensemble des textes qui existaient et qui traitaient de la fiscalité dans notre pays. Avant donc l'adoption de ce code, nous avons plusieurs codes et plusieurs textes de loi qui traitent de la fiscalité. Il y avait le code des impôts directs et indirects, le code de l'enregistrement du timbre, des lois spécifiques comme le livre de procédure fiscale et toutes les lois fiscales, y compris les dispositions fiscales qui sont au niveau du code des investissements, du code de l'enregistrement du timbre, etc., qui traitaient de la fiscalité. Et donc, il y avait un problème de cohérence. Les gens, quand ils veulent appliquer la fiscalité, ils ne savent plus très bien qu'est-ce qu'il faut regarder, quel code il faut regarder. Donc, véritablement, la première chose, c'est de mettre tout ce qui traite de la fiscalité dans notre pays dans un document unique, numéroté, et qui donne justement plus de visibilité. Donc c'est une sorte de simplicité donc, de toute cette disposition-là. Absolument. Mais est-ce qu'il y a aussi la taxation des sachets plastiques et la très attendue on va dire, taxe de tabac? Est-ce que justement on peut chiffrer un peu le gain de ce nouveau code-là? Oui, et vous savez que chaque année, même s'il n'y avait pas de code des impôts, il y a ce qu'on appelle les mesures nouvelles de la loi des finances. Donc, la loi fiscale, c'est une loi dynamique. Chaque année, le gouvernement effectivement apporte des modifications. Cette année, on n'a pas, dans le cadre de la loi des finances, gestion 2018, prévu des mesures fiscales spécifiques. Tout a été ramené dans ce nouveau code général des impôts. Ce sont effectivement les exemples que vous citez. Le relèvement du taux de la taxe sur le tabac. Il y a également la taxe sur les sachets plastiques. Et comme vous demandez les chiffres,
Il faut dire que pour la taxe, le relèvement de la taxe sur le tabac, nous pensons que l'accroissement, en tout cas le gain additionnel peut atteindre les 6 milliards, entre 6 et 8 milliards par an. Et pour ce qui est des sachets plastiques, nous l'estimons, aussi bien pour les sachets produits en interne que les sachets importés, nous estimons en tout cas les attentes autour de 3 milliards par an. Et quelle est l'incidence de ce nouveau code pour le contribuable? Alors pour le contribuable, comme je le disais tout à l'heure, la première chose, c'est d'avoir vraiment une lisibilité et une visibilité dans la loi fiscale. Le contribuable sait que quand il a le code général des impôts, tout est dedans. La deuxième chose, c'est que nous avons saisi l'opportunité pour simplifier la fiscalité dans notre pays. Avant, il y avait environ 2000 articles qui traitaient de la fiscalité. Donc, ça a été réduit à 800. 821. Donc, ça veut dire qu'on a simplifié, on a supprimé des choses, on a mis ensemble des choses. Il y a des impôts, comme par exemple l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu des créances. Bon, c'est assez technique, mais il y a des impôts qui ont été fusionnés. Par exemple, ces deux impôts-là ont été fusionnés et ça permet véritablement de simplifier. L'une des simplifications majeures, c'est en matière d'obligations et de sanctions lorsqu'on n'a pas respecté la loi fiscale. Donc tout ça a été retenu dans un seul livre où on a l'ensemble de tout ce qui est lié aux sanctions, aux obligations fiscales, etc. Avant, il fallait les chercher un peu partout. Par impôt, on avait les obligations et les sanctions. Et il y a plein d'impôts. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver. Donc maintenant, ça va être dans un document unique. Et donc, on ne peut pas tout dire sur ce plateau, monsieur le directeur général, mais comme notre reporter l'a souligné tantôt, il y aura donc une campagne de communication justement pour expliquer un peu plus dans la profondeur ce que ce code va apporter. Merci à vous, monsieur le directeur général, d'avoir été sur ce plateau. Merci. Dans la suite de ce journal, nous parlons toujours impôts avec la 6e conférence annuelle de la direction générale. Il s'agit donc d'un cadre de réflexion qui est voulu pour contribuer à l'amélioration de la lutte contre la fraude fiscale au Burkina. Les détails avec Urbain Benito Somé et Nathalie Sawadogo. La fraude par la falsification de documents, le faux et l'usage de faux et les abus de régimes fiscaux dérogatoires destinés à accorder aux investisseurs des avantages fiscaux. Ce sont entre autres les abus constatés à travers la fraude liée aux avantages du Code des investissements, des miniers, des ONG et associations, aux mesures de faveur contenues dans la fiscalité communautaire, selon la directrice générale adjointe des impôts. Une situation qui handicape la Direction générale des impôts, principale régie des recettes. Et cette conférence annuelle placée sous le thème « La lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso » va permettre aux acteurs de la lutte de mener la réflexion pour proposer une stratégie de maîtrise du renseignement fiscal et une approche de solutions liées au management et au contrôle fiscaux. Nous avons affiché une ambition de financement de notre développement à hauteur de 65% et sur ressources propres au niveau donc du PNDS. Donc nous avons besoin donc de ressources fiscales pour pouvoir donc financer ce développement. Et également nous avons donc à montrer un exemple de bonne gouvernance qui est un critère donc de crédibilité pour notre État. Donc voilà pourquoi ce thème-là est traité ce matin. Et nous avons dit que quelles peuvent être donc les solutions qui puissent être envisagées. C'est que nous puissions adresser véritablement le système de maîtrise du renseignement fiscal. Pendant 3 jours, les acteurs vont faire l'état des lieux de la fraude au Burkina Faso. Ils vont aussi faire des propositions et formuler des recommandations à l'endroit des décideurs. C'était un vœu en 2008 formulé par les chefs d'État de l'UEMOA, celui de voir les PME de l'Union monétaire cotées en bourse. 9 ans après, la Bourse régionale des valeurs immobilières réalise ce vœu. Les petites et moyennes entreprises peuvent désormais s'introduire en bourse. Le ton a été donné au siège de la BRVM en Côte d'Ivoire. De retour d'Abidjan, Konsoum Koulibaly et Zali Sassanfo nous font le point. Au siège de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest, c'est un nouvel envol. Un nouveau marché qui se crée pour les petites et moyennes entreprises. La BRVM leur ouvre un compartiment et elles peuvent être désormais cotées en bourse. Un vœu des chefs d'État de l'UEMOA qui se réalise 9 ans après le sommet de Ouagadougou.
Pour les PME, ce compartiment permettra la diversification de sources de financement. En ce qui concerne la BRVM, la création du troisième compartiment permettra d'accroître le nombre de ces sociétés cotées. Selon les statistiques, ces PME constituent à elles seules plus de 80% du tissu économique de la sous-région. Et la nouvelle est très bien accueillie par ses patrons de PME. La bourse, n'est-ce pas, constitue un véritable cadre de levée de fonds suffisant important pour financer les projets majeurs d'investissement et de croissance. De sorte que nous puissions, n'est-ce pas, non seulement augmenter les capacités de production de nos sociétés, mais également augmenter les capacités opérationnelles. Et l'un des avantages d'ailleurs, c'est la visibilité qu'offre la bourse. Chaque PME devrait disposer d'un capital minimum de 100 millions de francs CFA pour prétendre à la cotation à cette bourse. Et selon le directeur général de la BRVM, ce n'est pas un critère pour éliminer. L'OHADA, dans ses dispositions relatives à l'appel public à l'épargne, indique clairement que ne peut faire appel public à l'épargne les sociétés anonymes qui ont un capital social d'au moins 100 millions. Comme les sociétés qui doivent venir au compartiment doivent respecter les règles du droit commun, nous étions contraints de mettre ce critère comme critère d'admission. Évidemment, cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas à éventuellement voir dans quelle mesure est-ce que une ouverture pourrait être faite pour que ces PME-là aient un capital plus réduit que les 100 millions. 12 entreprises de la sous-région se sont déjà manifestées et au Burkina Faso, c'est la société Dafani SA qui est bien partie pour être la première PME burkinabé à être cotée. De l'ouverture prochaine du cadastre minier, on en parle à présent après un toilettage qui aura duré 12 mois. La Direction générale du cadastre minier ouvrira ses portes le 31 janvier 2018. Qu'est-ce qui a changé? Un réseau de journalistes a voulu en savoir davantage. Il est suivi par Urbain Benito Sommet et Tanga Kafando. Une matinée à la Direction générale du cadastre minier avec le réseau Action des journalistes sur les mines. C'est ici le berceau des titres miniers, la première fenêtre du secteur minier. Le code minier dit qu'on ne peut pas commencer des activités minières sans papier. Donc c'est un peu ici la maternité des titres miniers. Ici naissent les titres et également peuvent mourir leurs actes de décès. C'est ici, quand on retire, c'est ici qu'on retrouve les actes d'octroi, tout le mouvement des titres miniers, depuis l'octroi, le retrait, les transferts. Et depuis le 1er décembre 2017, le gouvernement a pris un décret portant suspension de l'octroi des titres miniers, l'objectif étant de procéder à la modernisation des services et de répondre aux exigences de transparence. Le réseau Action des journalistes sur les mines a voulu savoir si les travaux de modernisation avancent et quel sera le nouveau visage du cadastre minier qui s'ouvre le 31 janvier prochain. Le constat qui se dégage, c'est que le gouvernement est vraiment engagé sur le chemin de la modernisation du cadastre. Et tout ce que nous avons pu voir au cours de notre visite, c'est que les éléments prennent en compte surtout les exigences de la norme ITUE. C'est-à-dire que maintenant on aura une traçabilité depuis la demande du permis, l'octroi, la fin du permis et les différents transferts. Le cadastre minier est garant de la réglementation, des procédures et de la cartographie en matière de titres miniers. Et le nouveau système en gestation vise à fournir un service rapide et transparent afin d'attirer les investisseurs. Un cross populaire pour marquer la journée à faible émission de carbone. En première ligne, le ministère en charge de l'environnement qui est à l'initiative d'une série d'activités. Le changement de comportement, voici ce qui est visé. Siedi Laréenne et Nathalie Sawadogo. Un cross populaire pour démarrer les activités de la 6e édition des journées à faible émission de carbone. Par ce cross, le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique invite les différents acteurs à un changement de comportement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les changements climatiques, l'une des principales causes, ce sont les gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, en milieu urbain,
c'est essentiellement le transport motorisé qui est à l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre. Pour cette activité, c'est une activité qui est en lien directement avec le changement de comportement. Il y a de la réglementation qui existe pour pouvoir limiter les émissions. Ça veut dire que quand vous êtes en train de mener des activités, vous devez prendre en compte les impacts environnementaux, anticiper, prévoir des mesures pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes aussi en train d'échanger avec le ministère des Transports pour voir comment réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux engins à 2 roues en circulation. Ça veut dire que si les contrôles doivent pouvoir prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre, on doit pouvoir savoir est-ce que tel véhicule est trop polluant pour pouvoir circuler dans la ville ou pas. Tout ça, ce sont des actions que le ministère de l'Environnement mène, toujours dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre. Au programme de cette commémoration, il y a aussi cette rencontre avec les étudiants. L'objectif est de les sensibiliser sur les effets néfastes du changement climatique. Nous organisons donc une rencontre avec les étudiants où il y aura un certain nombre de communications. Communication liée à la mobilité urbaine, communication liée au rapport des différentes COP que nous avons tenues et communication également liée à d'autres aspects que nous allons donc exposer aux étudiants, débattre autour de toutes ces communications et bien entendu organiser des jeux concours. Il est prévu une cérémonie de remise d'infrastructures à la Sotraco, la société de transport commun, pour lui permettre d'améliorer ses offres de services. Et on l'espère, ils n'émettront pas plus de carbone que requis par la loi. 40 bus flambant neufs sont désormais à la disposition du monde universitaire. Ils constituent la première vague d'une série qui va doter les universités et grandes écoles du Burkina de plus de 135 bus exactement. Le coût total de ce projet est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA, dont 9 sont apportés par l'Inde. Ici à Kakafando, Maïmouna Traoré, reportage. Ces 40 bus font partie des 135 commandés par l'État burkinabé au profit des étudiants. En lançant le projet 135 bus des universités et grandes écoles du Burkina, l'État avait un objectif précis, renforcer la mobilité des étudiants et accroître leur rendement académique. Donc, vous imaginez bien la joie qui nous anime lorsque vous attendez un nouveau-né qui tarde à venir et qui finit par venir. C'est quand même beaucoup de bonheur pour le ministère, parce que ça va contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Beaucoup d'étudiants accusent des retards dans les salles de cours parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Et ce projet nous permet d'avoir une 60aine de bus de grande capacité pour permettre de mieux organiser la mobilité des quartiers, des étudiants vers donc les universités. Selon le ministre Al-Kassoum Maïga, sur les 135 bus, 60 de grande capacité reviendront aux populations et étudiants de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudgou. Les 75 autres seront réservés uniquement aux universités et grandes écoles pour leurs activités académiques. 300 localités s'engagent à renoncer au MGF, les mutilations génitales féminines. Cet engagement a été possible grâce au lobbying du groupe d'appui en santé, communication et développement. Le rassemblement des représentants de ces 300 localités a eu lieu dans le département de Boudri, province du Ganzourgou, dans la région du plateau central. Roger Bebamba, Ismaël Dilouma, Sirima. Bon tiens sans l'exciseuse, enfin repentie. Le geste est symbolique mais important pour les acteurs engagés dans la lutte contre l'excision et le mariage des enfants. Nous sommes à Boudri, dans la province du Ganzourgou. Ils ont pris une décision éclairée. Pour nous, c'est quelque chose de très important et capital. Et nous espérons que ça va faire tache d'huile. Hommes et femmes de 300 villages du plateau central sont ici pour la même cause. S'engager solennellement à combattre l'excision et le mariage précoce sur initiative de l'ONG Gascode. Au vu de la mobilisation de ce matin, je pense que vraiment nous avons atteint l'objectif du projet. Nous serons leurs porte-parole auprès de nos sujets. Ça, c'est un engagement ferme que nous avons pris. Donc, ce n'est pas une pratique coutumière, c'est une pratique néfaste. Le plateau central est la deuxième région du Burkina la plus touchée par le phénomène des mutilations génitales féminines. On se rappelle, courant août 2017, 23 filles de 4 à 16 ans
ont été excisés à quelques encablures de Ziaré. Et selon le ministère de l'Action sociale, il faut donc redoubler de vigilance, car la pratique est toujours d'actualité. En Libye, l'annonce de la candidature éventuelle de Saïf al-Islam à la présidentielle a été faite par le porte-parole de la famille Kadhafi. L'ex-prisonnier de Zenten aurait reçu le soutien de plusieurs tribus libyennes. Mais avant cette présidentielle prévue pour mi-2018, le fils de Muammar Kadhafi devrait soigner son image et régler certains conflits judiciaires. Il y a encore quelques mois, il était derrière les barreaux à Zenten. Il pourra peut-être devenir le futur président de la Libye. Saïf al-Islam pourrait en effet participer à la présidentielle prévue théoriquement pour la mi-2018 dans son pays. L'annonce de sa candidature éventuelle a été faite par le porte-parole de la famille Kadhafi et chef tribal libyen Bassem al-Hashimi al-Soul. Ce dernier a fait savoir que l'ex-prisonnier de Zenten bénéficiait du soutien des principales tribus libyennes et qu'il entendait, une fois élu, imposer davantage de sécurité et de stabilité en conformité avec l'ensemble des factions libyennes. Mais la route qui mène à la présidence semble longue pour Saïf al-Islam. Il devra notamment soigner son image au regard de son implication dans la répression des manifestants du soulèvement qui avaient eu raison du régime de son père en 2011. Il promettait notamment un fleuve de sang dans son pays à l'époque. Il lui faudra aussi régler le cas CPI. La Cour pénale internationale le réclame en effet pour son rôle dans la répression du printemps arabe. Arrêté le 19 novembre 2011, Saïf al-Islam a été libéré 6 ans plus tard par les autorités de Zenten avant de bénéficier de l'amnistie décrétée par le gouvernement parallèle de Tobrouk. La suspension des relations commerciales entre le Burkina et la Corée du Nord fait la une des quotidiens. C'est dire que les journaux se sont longuement penchés sur la conférence de presse animée par le chef de la diplomatie burkinabé. La revue avec Vincent Kiendrobogo. Interdiction de faire affaire avec Pyongyang. Sidoya consacre une large page à cette annonce faite par le ministre des Affaires étrangères. Les importations de produits en provenance de la Corée du Nord par des Burkinabés ou des étrangers vivant au Burkina sont désormais interdites. Et pourquoi? Parce que le pays des hommes intègres veut se conformer aux résolutions des Nations Unies interdisant toute activité commerciale avec le pays des Kim à cause de ses essais nucléaires. Quand les États-Unis rappellent le Burkina à l'ordre, titre le pays à sa une. Et le journal note la confidence du chef de la diplomatie burkinabé, selon laquelle les États-Unis ont récemment saisi le Burkina pour que cessent les importations de produits nord-coréens par des commerçants burkinabés. Et le pays de l'oncle Sam a vu juste, ajoute l'observateur Palga, car des hommes d'affaires burkinabés font effectivement du business avec Pyongyang pour un volume d'échange annuel qui a atteint 21 milliards de francs CFA en 2015. Les produits concernés sont des combustibles miniers, des huiles, des appareils optiques et du matériel biomédical. Pas de sanctions pour ceux qui ont déjà fait des emplettes. Ils devront désormais changer de fournisseur. Une tête couronnée arrive demain à Ouagadougou. Aujourd'hui, au Faso annonce ainsi la visite de l'émir du Qatar au Burkina. Et ça, c'est un événement, selon le journal, qui note que c'est une première. Et en plus, ça vaut son pesant de dividendes diplomatiques et financiers. Et cette visite de Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani sera scrutée avec des binocles, non seulement dans la sous-région, mais aussi dans le monde, conclut aujourd'hui au Faso. C'est une opération de désenclavement de la Tapoa qui a été lancée hier par le président du Faso, selon le journal Le Pays. Encore 24 mois et le bitume s'étalera devant les usagers de l'axe Kantiari, Diapaga, Tansarga, frontière du Bénin, long de 145 km pour un coût de 31,6 milliards de francs CFA. D'autres infrastructures à caractère social sont aussi annoncées et les populations de cette partie du Faso n'ont plus qu'à prendre leur mal en patience. Enfin, Sidouaya, particulier cette fois avec une caricature à sa une. Un repris de justice se voit annoncer la bonne nouvelle que sa peine de mort est commuée à 90 ans de prison. Mako, une journée auprès des vies en sursis, c'est le dossier du journal. Merci d'avoir suivi celui-ci qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.